Le journal Afrique TV5 Monde avec au sommaire ce mardi soir, tombé sous les coups de la police. C'est ce qu'avance l'Union des scolaires nigériens après la mort d'un étudiant dans les violences de ces dernières heures avec les forces de l'ordre. Des étudiants qui réclament de meilleures conditions d'études. Un président guinéen à Paris, c'est une première depuis 3 décennies. Alpha Condé a été reçu à l'Elysée, l'occasion de faire avec Christian Eboulé le bilan de la politique africaine du quinquennat François Hollande. Et puis, service après-vente et même e-service après-vente. Le Sénégal vient d'inaugurer une grosse plateforme de commerce en ligne pour valoriser les produits locaux à travers le monde. Le marché chinois est en ligne de mire. Et bonsoir à tous. Depuis Paris, c'est une fermeture jusqu'à nouvel ordre pour le campus de Niamey. Décision prise au Niger après les violentes échauffourées de ces dernières heures. Face à face, les forces de l'ordre et les étudiants, près de 20 000 d'entre eux ont bravé l'interdit et sont descendus dans les rues. On dénombre un mort et plusieurs dizaines de blessés. Ndarika Linglopi, Julie Jolivet. La tension est montée d'un cran ce lundi. Durant une partie de la journée, étudiants et forces de l'ordre se sont opposés sur le campus de l'université de Niamey. Et partout dans le pays, les jeunes étaient appelés à descendre dans la rue à l'initiative de l'UNS, l'Union des scolaires nigériens. Objectif pour les étudiants, faire entendre leur voix. Les manifestants réclament une amélioration de leurs conditions de vie et d'études. Comme ici à Niamey, à même la route, ils ont enflammé des pneus et érigé des barricades. Des échauffourées ont éclaté. Jets de pierre. Contre gaz lacrymogène, les policiers et la gendarmerie ont dispersé les manifestants. Selon plusieurs sources, 2 étudiants auraient trouvé la mort au cours des affrontements et une vingtaine d'autres auraient été blessés. Pour l'heure, les autorités ont fermé le campus de l'université à Boumoumouni. Pas de restaurant, pas d'accès au logement. Les 23 000 étudiants du campus ont dû quitter les lieux à l'arrivée des forces de l'ordre lundi après-midi. Aujourd'hui, seules les salles de cours sont accessibles et le pouvoir se veut rassurant. Il indique garantir la poursuite des cours. Un mot de la situation en RDC au lendemain de la mobilisation anti-Kabila voulue par l'opposition de l'UDPS. 34 personnes ont été interpellées à Kinshasa selon la police. Les ONG font également état d'interpellations dans le sud-est, à Lubumbashi, deuxième ville du pays, mais aussi à Goma, à l'est. La RDC au cœur également de notre séquence. On en parle, la thématique posée. Joseph Kabila, une stratégie à toute épreuve, exprimez-vous sur notre page Facebook. La synthèse du débat est à suivre ce mercredi dans le Journal Afrique, donc avec Maude Roubaud. Ça faisait 35 ans qu'un chef d'État guinéen n'avait pas été reçu en visite officielle en France. Alpha Condé a renoué avec cette ancienne tradition, ici reçu par François Hollande, le président français, qui, on le sait, passera la main dans un mois environ. Alpha Condé, qui l'a répété, martelé, la Guinée et plus généralement l'Afrique doivent trouver leur propre voie. Idée qu'il a développée dans un entretien accordé à Dominique Larèche. Écoutez. Monsieur le Président de la Guinée-Conakry, Monsieur le Président de l'Union africaine aussi, Alpha Condé, merci de nous accorder du temps et d'accorder cet entretien à TV5 Monde. Alors vous êtes à Paris, vous avez rencontré François Hollande. C'était votre dernière rencontre avec lui en tant que président, puisque c'est la fin de son mandat. Qu'est-ce que vous retenez du mandat de François Hollande ? Bon, je pense que le président Hollande a été un grand ami de l'Afrique. C'est pas maintenant, dès l'internat socialiste. Et je pense qu'il a beaucoup contribué à améliorer les relations entre l'Afrique et la France. Et surtout, nous sommes très reconnaissants d'être intervenus au Mali, parce que s'il n'était pas intervenu au Mali, je pense que ça aurait été la catastrophe. Même si l'intervention n'a pas tout résolu, mais ça a permis au moins d'empêcher le Mali d'éclater et d'avoir des conséquences dans nos pays. Alors récemment, vous avez déclaré que l'Afrique de l'Ouest restait très attachée à l'ex-puissance coloniale qui est la France. Selon vous, c'est l'Afrique de l'Ouest qui n'arrive pas à se détacher, ou est-ce que c'est la France qui a du mal à laisser... Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'on reproche beaucoup aux pays francophones en quelque sorte que nous devons couper de cordon ombilical, c'est-à-dire nous devons être majeurs dans nos rapports avec la France. Ça veut dire que nous devons avoir de bons rapports avec la France, nous parlons la même langue, mais ça doit être des rapports entre des États souverains, d'une coopération bénéfique pour les deux parties. Donc, il faut que les pays africains francophones soient considérés comme majeurs. C'est que les autres pays nous voient souvent comme des pays qui ne sont pas encore tout à fait majeurs. Donc, je dis il faut que nous perdons cette image-là et que nous apparaissions comme des États souverains qui collaborent avec la France et d'autres pays. Mais on doit continuer à coopérer avec la France. Nous sommes des anciennes colonies, mais aujourd'hui nous sommes indépendants, souverains. Donc, ça doit être des rapports d'État à État, de coopération bénéfique, coopération gagnant-gagnant.
Monsieur le Président, la France-Afrique, elle existe encore ? Enfin, vous savez bien, mais notre objectif, c'est justement de tourner la page à la France-Afrique et que les rapports entre la France et les pays africains soient des rapports d'État à État basés sur l'intérêt réciproque des peuples, non pas de quelques individus ou des présidents, mais sur l'intérêt des États et des peuples. C'est-à-dire qu'il ne faut pas privilégier les rapports entre présidents, mais privilégier les rapports entre les États. Quel que soit le gouvernement qui sera en France ou en Afrique, il faut que les rapports soient des rapports d'État à État, ce qui permet d'avoir des relations à long terme. Alors, on a vu le rôle joué par l'Union africaine dans la résolution de la crise gambienne. On a l'impression qu'en revanche, en ce qui concerne notamment la crise en République démocratique du Congo ou au Burundi, on a l'impression que cette Union africaine, elle est un peu impuissante. Parce que l'Union africaine ne s'était pas donné les moyens. Et c'est pourquoi, à partir du sommet de Kigali, nous avons décidé de donner les moyens. La première chose, c'est d'assurer l'autonomie financière. Quand vous n'êtes pas autonome financièrement, vous n'êtes pas indépendant. Donc, nous avons pris la décision, depuis de Kigali et Addis Abeba, de consacrer les 0,2% de nos importations au financement. Donc, désormais, l'Union africaine va être s'autofinancée. Deuxièmement, nous avons chargé le président Kagame de faire des réformes qu'on a adoptées en partie en janvier et le reste en juillet. C'est-à-dire, il faut que, pour que l'Union africaine puisse jouer son rôle, il faut que l'Union africaine change complètement. Mais cette voie a commencé depuis Kigali et nous pensons que ça va être renforcé au prochain sommet de juillet et pour que l'Union africaine puisse prendre son destin en main. Par exemple, le problème libyen aujourd'hui, nous pensons que ça va être résolu par l'Union africaine, le problème de Congo, Kinshasa, etc. Nous sommes en train de travailler avec les parties prenantes afin que désormais, que nous collaborons avec les pays non africains, mais que ce soit l'Afrique que les autres nous accompagnent, mais que ce soit l'Afrique qui résolve ces problèmes africains, même si on doit être accompagnés, mais ce n'est qui doivent être les acteurs principaux, parce que nous sommes les premiers concernés. La crise en République démocratique du Congo, elle vous inquiète particulièrement, plus que celle au Burundi, qui est une crise oubliée ? Le Congo, c'est le cœur de l'Afrique. Une crise au Congo qui ne tous les pays africains. Le Congo, quand même, c'est le poumon et le cœur de l'Afrique. Donc, c'est un grand pays. Et le Congo peut donner l'électricité et l'eau presque à toute l'Afrique. Donc, c'est extrêmement important pour nous, la stabilité, l'unité et la paix au Congo-Kinshasa. Donc, ça nous préoccupe. C'est pourquoi nous faisons tout. Moi, en tant que président de l'Union africaine, j'ai parlé avec le président Kabila, j'ai parlé avec les différents mouvements de l'opposition. Et nous les accompagnons. Nous sommes à leur côté pour les aider à trouver une solution qui permette au Congo de faire des élections libres, transparentes et de pouvoir assurer le développement du Congo, ce qui peut être extrêmement important aussi, le développement de l'Afrique. Le Congo jouera un très grand rôle dans le développement de l'Afrique. Donc il est extrêmement important pour nous que la paix, la stabilité et le développement de ce pays soient fondamentaux. Alors, la Guinée-Conakry a été l'un des pays les plus touchés par l'épidémie Ebola. Aujourd'hui, après la fin de l'épidémie, cette crise, ça a été l'occasion de voir la faiblesse des systèmes hospitaliers, mais aussi peut-être le manque de personnel soignant. Aujourd'hui, quelques mois après la fin de cette épidémie, qu'est-ce que vous avez mis en place ? Est-ce que vous avez mis en place un plan pour que la Guinée-Conakry puisse se doter des infrastructures hospitalières dignes de ce nom ? Nous avons souffert de l'Ebola parce que notre système hospitalier n'était pas à la hauteur. Ça, c'est évident. Sinon, nous n'aurons pas souffert. Donc, aujourd'hui, comment faire pour qu'on ait un système hospitalier performant qui soit à la hauteur ? Et nous sommes en train de travailler là-dessus. Non seulement nous faisons des efforts nous-mêmes, mais nous sommes accompagnés. Par exemple, l'Institut Pasteur va construire un institut en Guinée. CDC, pareil. La Russie nous a offert déjà 2 laboratoires. On nous a offert un 3e laboratoire. Nous-mêmes, nous avons augmenté le budget du ministère de la Santé parce qu'aujourd'hui, c'est fondamental. Mais il faut qu'on aille beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'il faut que dans le cadre africain, on arrive en coopération à pouvoir fabriquer les médicaments nous-mêmes en Afrique et pourquoi pas les vaccins, parce que nous sommes les premiers concernés. Donc, il faut non seulement qu'on ait des hôpitaux performants, mais il faut qu'on aille au-delà et qu'on soit en mesure d'être autonome dans la fabrication des médicaments, mais aussi dans la recherche pour faire des vaccins. C'est ça qui nous permettra de faire face aux épidémies, non pas d'attendre que l'aide vienne de l'extérieur. Il faut qu'on soit capable nous-mêmes de faire face, quitte à ce que ceux qui viennent de l'extérieur soient un appoint. Donc, nous avons encore un long chemin à parcourir, pas seulement en Guinée, mais dans toute l'Afrique. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de nous avoir accordé cet entretien. Merci à vous. Merci. Voilà, interview à voir dans son intégralité sur notre site internet. Bonsoir Christian Eboulé. Bonsoir Patrice. Alors cette visite du président guinéen est l'occasion de revenir sur le bilan de la politique africaine de la France à quelques semaines finalement de la fin du quinquennat de François Hollande.
Absolument, Patrice. Et ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est que le bilan de la politique africaine de François Hollande est plutôt mitigé. Il a été plutôt attentiste et parfois inactif, surtout lorsqu'il s'est agi de crise post-électorale, comme ce fut le cas au Gabon, au Congo-Brazzaville ou encore au Tchad. Et sur la question récurrente de l'histoire coloniale entre l'Afrique et la France, eh bien François Hollande s'est contenté d'admettre que l'État français avait participé à des massacres en Algérie, au Cameroun ou encore à Madagascar. Je rappelle au passage que s'agissant de cette histoire coloniale, une bonne partie de l'élite intellectuelle africaine considère aujourd'hui que malgré les insuffisances et les manques des pays africains sur ce plan-là, eh bien, il s'agit surtout pour la France aujourd'hui de regarder en face son histoire coloniale. Alors, on peut mettre au crédit de François Hollande deux choses. Les deux interventions militaires, d'abord au Mali pour arrêter le terrorisme djihadiste, et puis en République centrafricaine pour éviter la somalisation de ce pays. Malheureusement, ces deux interventions militaires n'ont pas permis aujourd'hui encore de stabiliser et le Mali et la République centrafricaine. Alors, le Guinéen Alpha Condé, aujourd'hui on l'a vu, suivront le Mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz, le Malien Ibrahim Boubacar Keïta et le Burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré. Donc, semaine chargée à l'Élysée pour François Hollande. Et ça va se poursuivre dans les jours qui viennent. François Hollande reçoit en fait les adieux de tous ces chefs d'État. Et le premier à avoir gravi aujourd'hui même les marches du perron de l'Élysée, on l'a vu tout à l'heure en interview, eh bien c'est le Guinéen Alpha Condé. Les deux hommes se connaissent bien depuis fort longtemps, en particulier grâce à l'Internationale socialiste. Et ceci n'empêche pas pourtant aujourd'hui le président Alpha Condé de se faire le chantre de la fin de la France-Afrique. C'est surprenant, mais c'est comme ça. Les amis se disent tout. Absolument. Surtout pour François Hollande qui n'a plus rien à perdre. Donc, Alpha Condé est aussi aujourd'hui le président en exercice de l'Union africaine et il se veut également le promoteur du panafricanisme économique, politique et culturel. Et en cela, il s'inscrit d'une certaine manière sur les pas de quelqu'un comme l'Almami Samori Touré, le fondateur de l'empire du Wassoulou, c'était au 19e siècle, où l'Almami Samori Touré qui est considéré par une partie des populations aujourd'hui encore d'Afrique de l'Ouest comme un rassembleur, un grand résistant à la colonisation française. Mais Alpha Condé se veut aussi peut-être fidèle à l'esprit de feu le président Sékou Touré, l'homme qui avait dit non au général de Gaulle en 1958. Alors justement, la suite, est-ce qu'on peut l'anticiper maintenant? On est à 12 jours du premier tour de la présidentielle française. Est-ce qu'on connaît clairement les projets des principaux candidats en direction du continent africain? Eh bien, tout ça est relativement évanescent. Mais quand je me suis penché sur les programmes de l'ensemble de ces candidats, j'ai surtout été consterné. Beaucoup parmi eux considèrent encore l'Afrique aujourd'hui comme un pays qu'il faut absolument sauver. Je rappelle que l'Afrique, c'est quand même le berceau de l'humanité pour ceux qui l'auraient oublié, que c'est un continent millénaire, plusieurs fois millénaire. Ses fils et ses filles ont résisté à 4 siècles de traite négrière et à plus d'1 siècle de colonisation. Il ne s'agit donc pas d'aller sauver un quelconque continent. En revanche, ce qu'il faut dire, c'est que le franc CFA, par exemple, est un dénominateur commun pour l'ensemble de ces candidats et c'est une question dont les sociétés civiles africaines se sont emparées il y a déjà plusieurs mois. Elles se retrouvent aujourd'hui sur leur programme, c'est dire si ces sociétés civiles sont dynamiques et vigoureuse. Voilà, pas de paternalisme, on l'a bien compris. Précision et éclairage donc de Christian Eboulé, notre spécialiste TV5 Monde. Merci. 5 peines de prison à vie ont été requises contre des militaires ivoiriens dans l'affaire de l'enlèvement à l'hôtel Novotel d'Abidjan et la torture et le meurtre en 2011 de 4 personnes donc et dans le box des accusés, l'ex-chef de la garde républicaine, le général Bruno Dogbo-Blé, parmi les victimes, 2 Français. Nous étions à l'époque en pleine crise ivoirienne. L'Ouganda maintenant, où on observe en ce moment un afflux massif de réfugiés. Depuis la semaine dernière, ils sont plus de 6 000 à avoir fui le Soudan du Sud depuis une récente attaque sur la ville de Pajok, particulièrement marquante. Philippe Randrianarimanan, Séverine André. Sans toit, à même le sol, ces réfugiés peuvent enfin poser leurs affaires, en sécurité de ce côté de la frontière. Tous fuient la guerre civile au Soudan du Sud et les exactions lors d'opérations de chasse à l'homme qui tournent au nettoyage ethnique entre Dinka du président Salva Kiir et Nuer du chef rebelle Riek Machar. Les soldats pillaient, cassaient des portes et frappaient les gens. Ils vous arrêtent et vous demandent de leur montrer où sont les rebelles. Mais quand vous leur dites que vous ne savez pas, ils vous battent. Ils ont tué des gens.
elle, a marché 2 jours durant pour arriver jusqu'ici. Mais à Wau, deuxième ville du pays, au moins 16 civils ont été tués lundi 10 avril. Seule issue, l'Ouganda voisin au sud. Sauf que les combats se multiplient à Magui et jusqu'à Pajok. Plus de 800 000 Sud-Soudanais ont déjà franchi la frontière ougandaise. 2000 autres arrivent chaque jour. Bien sûr, vous voyez, nous avons besoin de cette eau d'urgence, nous avons besoin d'un abri. Nous avons aussi besoin de soins médicaux, de nourriture et de régler ces problèmes de protection de l'enfance. Au total, 1 700 000 Sud-Soudanais sont réfugiés à l'étranger, mais près de 1 900 000 déplacés à l'intérieur de leur pays. Des Sud-Soudanais pris en otage entre la guerre, qui a fait des dizaines de milliers de morts depuis 3 ans, et la famine, qui menace directement 100 000 personnes. En Gambie, c'est une opposante historique de Yahya Jammeh qui prend la tête de l'Assemblée nationale, Mariam Jack Denton. Sur place comme aux États-Unis, on parle de Speaker of the House. Madame Denton faisait partie d'un groupe de 5 députés, non pas élus, mais nommés par le nouveau président Adama Barrow. Rendre plus visibles les produits fabriqués au Sénégal dans le reste de l'Afrique, en Chine et en Occident. Une nouvelle plateforme web baptisée Made in Sénégal a été lancée il y a quelques heures par le ministère du Commerce sur place. Grâce à elle, une vingtaine d'entrepreneurs vont tenter de valoriser leur production agroalimentaire, textile ou encore cosmétique. Reportage TV5 Monde à Dakar, Aurélie Fontaine, Cheikh Berté. Elle ne cesse de vouloir innover. Marietou Diouf est vendeuse à Dakar. Ici, elle propose des produits alimentaires et des cosmétiques. Aujourd'hui, pour toucher de nouveaux clients, elle s'est lancée sur le net et participe à la plateforme Made in Sénégal. Pourquoi la plateforme? Parce que ça va nous permettre d'être visible. Parce qu'actuellement, je vends sur le plan international, dans la sous-région, en France, aux États-Unis, au Canada. Donc, la plateforme va nous permettre aujourd'hui, Made in Sénégal, d'être plus visible sur le plan international et de mieux vendre nos produits. Et Marietou Diouf s'est fixé pour objectif de faire connaître ses articles fabriqués à base de produits 100% naturels à un maximum d'internautes. La plateforme Made in Sénégal devrait être en ligne début juin à l'initiative du ministre du Commerce. Pour le Sénégal, c'est très important puisque vous savez que près de 70% de nos échanges extérieurs, nous le faisons avec l'Afrique. Pouvoir avoir une plateforme qui leur permet justement, avec le web, de se connecter directement à leurs clients, naturellement, est quelque chose de très utile. Et pour mettre toutes les chances de leur côté, les entrepreneurs sont formés ici à valoriser leurs produits et à les référencer. Là, je vois tout ce qu'il faut faire pour prendre de belles photos. Parce que nous, d'habitude, on prend juste des photos dehors, pensant que c'est de bonnes images, alors qu'il y a d'autres façons de faire, plus professionnelles. Agroalimentaire, textile, cosmétique, au total, une vingtaine d'entrepreneurs sénégalais seront présents sur cette plateforme. Voilà, et c'est tout pour ce Journal Afrique à retrouver en ligne dans quelques minutes sur le www.tv5monde.com. Merci, à demain.